retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous explique nos conseils pour suivre une location courte durée tout en étant les pieds en éventail à l'étranger. Non, en vrai, on a énormément cette question qui revient. Comment est-ce que vous faites pour gérer au mieux votre location courte durée en n'étant pas sur place? Non seulement parce qu'il y a des personnes qui ont peur de la location courte durée, mais aussi pour les personnes qui ne sont pas forcément à proximité de là où ils veulent investir. Et du coup, ça les bloque un petit peu parce qu'ils se disent « mais comment est-ce que je vais faire à distance ?» Du coup, en étant en Tunisie cette semaine, on a eu quand même 2-3 petits rebondissements avec nos LCD. Et du coup, on s'est dit, vu qu'on gère tout ça tous les jours à distance et que même en étant ici sur place, franchement, on le gère pas, on s'est dit on va en faire une petite vidéo pour vous expliquer nos 9 plus gros conseils pour gérer notre location courte durée à distance. Il y a une question qui revient très souvent, c'est comment est-ce que vous gérez vos biens quand vous êtes à l'étranger? Au fond, derrière cette question, il y a un réel blocage de la plupart des personnes qui nous posent cette problématique. La plupart pensent que si on ne vit pas sur place ou qu'en vivant à côté, on n'est pas tout le temps sur le bien, que c'est difficile du coup de gérer de la location courte durée. Et il y a énormément de personnes qui ne vont pas sur ce type d'exploitation parce qu'ils se disent que ça va être impossible, que s'ils connaissent personne sur place ou qu'ils sont pas sur place, ça ne marchera pas. Ou alors ils sont sur place mais ils se disent j'aurai pas le temps en fait de le gérer ou j'ai pas envie de le faire. Et toutes ces raisons-là, on va dire, sont absolument légitimes. On est clairement les premières avec Val à ne pas vouloir gérer nous-mêmes. Quand on était là en Tunisie, on a eu pas mal de galères justement sur des locations. Il y a un peu plein de choses qui sont arrivées en même temps, mais on a tout géré à distance. Ça nous a pas du tout empêché de continuer à être au soleil là-bas et à bosser quelques heures par jour sur notre boîte et quasiment pas gérer du coup la partie locative. Pour moi, il y a vraiment 3 grosses phases, 3 gros points. C'est premièrement la préparation d'une mise en loc pour de la location courte durée, toute la partie exploitation, donc pendant que finalement on loue ce bien, et aussi la partie réclamation, gestion de litige, on va dire, si jamais ça arrive, parce que malheureusement, toutes les personnes qui louent les biens ne sont pas forcément respectueux, on n'est pas tous éduqués de la même manière, malheureusement. Et en fait, dans chacun de ces 3 points, on va dire, je vais vous donner 3 conseils, 3 choses que on est très contente avec Val d'avoir mis en place, puisqu'on a fait le choix il y a plusieurs mois déjà d'arrêter toute collaboration avec des conciergeries ou agences immobilières spécialisées en tout genre dans la location courte durée et du coup de gérer partiellement nous-mêmes. Dans quelle mesure est-ce que vous avez envie de gérer? Est-ce que vous avez quand même besoin et envie de déléguer complètement à une conciergerie et c'est ok dans ces cas-là de éventuellement peut-être tester ça sur un certain temps, mais là ça s'applique vraiment à une personne qui souhaiterait déléguer tout en ayant un peu la main dessus et en ne faisant pas soi-même ses ménages, ses entrées, ses sorties, etc. C'est vraiment quelqu'un qui souhaite être totalement en indépendance là-dessus, qui ne dépend pas en fait de ça quoi, parce que nous on n'avait pas envie d'être les esclaves de nos logements. Au bout d'un moment en plus avec un certain nombre de logements c'est juste plus possible et notre objectif c'est de continuer à développer aussi nos boîtes à côté, donc c'était pas du tout envisageable. Premièrement, je peux vous donner du coup des conseils par rapport à, on va dire, la mise en place des annonces, etc. C'est de travailler avec ce qu'on appelle un channel manager. Je fais pas du tout de pub par rapport à ça, mais nous on a fait le choix du coup de travailler avec Smoboo, qui permet en fait, donc Smoboo ou un autre, un peu importe, mais c'était de pouvoir du coup centraliser toutes les annonces. Donc on a toutes les annonces qui sont publiées une à une quand on ajoute un nouveau bien sur les plateformes qu'on utilise, donc que ce soit Airbnb, Booking, Abritel, enfin vous pouvez vraiment le mettre sur le nombre de sites que vous souhaitez. Ensuite, vous allez pouvoir, au sein d'un channel manager, centraliser tout ça. Donc s'il y a un bien qui est loué par exemple via Airbnb, vous n'avez pas à le bloquer sur Booking. Ça veut dire qu'automatiquement les synchronisations se font, le bien il est bloqué, il ne peut pas y avoir de double réservation, il ne peut pas y avoir quelqu'un qui se pointe et l'autre aussi. Et en fait, ce qui permettra aussi dans la partie exploitation de donner par exemple les accès du planning à une équipe de ménage ou à une personne qui viendrait faire les entrées et sorties éventuellement et lui laisser une certaine autonomie là-dessus. Vous n'avez pas besoin tous les jours de dire tiens, aujourd'hui il y a un locataire qui rentre ou demain il y en a un qui part. Non, tout est sur le planning, la personne elle se réfère à ça et donc après elle est à 100% autonome dans ses missions. Ensuite, si je peux vous donner un deuxième conseil sur cette partie un petit peu gestion au préalable, c'est au sein de ces plateformes de channel manager, c'est de pouvoir créer des guides et des mails automatiques. On n'a pas du tout besoin d'être un génie de l'informatique parce que pour ceux
qui nous suivent un petit peu, moi c'est Val qui normalement s'occupe de tout ça. Moi je suis vraiment une brêle dans l'informatique, j'ai mes petits calepins papier, je fais tout comme ça à la main. Mais j'ai réussi à faire toutes ces automatisations parce que c'est super ludique. Nous ce qu'on a fait en fait c'est qu'on a créé à chaque fois des guides pour permettre aux personnes qui arrivent dans un logement de savoir exactement tout ce qu'il y a à faire aux environs, que ce soit, je sais pas, par exemple on va décrire premièrement l'accès au logement, au niveau des parkings par exemple, où est-ce qu'ils vont pouvoir faire leurs courses, quel type de restaurants sont autour et sont sympas, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir visiter, etc. Donc là on cible vraiment quelqu'un qui n'a pas forcément envie d'aller se renseigner par lui-même mais qui trouvera sympa d'avoir quelques informations. On donne aussi toutes les informations par rapport à l'entrée et à la sortie du logement, donc l'heure à laquelle ils peuvent arriver, l'heure à laquelle ils doivent partir, comment est-ce que ça fonctionne avec la boîte à clés. Donc vraiment on écrit tout. Si par exemple il y a un canapé lit dans le séjour, on va aussi mettre le petit plan pour montrer comment est-ce qu'on déplie le lit. Essayez de vous dire que quelqu'un qui va rentrer dans le logement, forcément il n'est pas chez lui, il ne sait pas du tout comment ça fonctionne. Donc essayez de décrire au moins tout ce qui va être électronique, que ce soit si jamais vous avez des enceintes, une télé, les clims, l'électroménager, enfin tout ça. Mais aussi tout ce qui peut être pratico-pratique sur l'utilisation du bien. Donc où est-ce que vous aurez stocké ou rangé du linge en plus, ou enfin ce genre de choses. Mettez-vous dans ses chaussures à lui, dans toute l'expérience client, voyageur qui va passer pour essayer de la rendre la plus fluide et agréable possible et qui se prépare au mieux à son arrivée. Donc tous ces guides-là, en fait, on les crée et il y en a certains qu'on peut dupliquer pour d'autres logements s'ils sont dans le même secteur. Par exemple, un guide restaurant, etc. J'utilise le même. Donc ça me demande qu'une fois le travail pour la même ville ou le même secteur. Et ensuite, tout ce qui est vraiment personnalisé, je mets des photos de là où est-ce qu'on a mis la boîte à clés, où est l'entrée, quelle est la porte, etc. Donc tout ça, c'est des choses qu'on va personnaliser. Donc certes, ça prend un peu de temps au début, mais une fois que ça s'est mis en place, ça veut dire que la personne, elle n'a pas à vous contacter. Elle n'a pas besoin de vous envoyer un message ou vous appeler pour dire « Ah, j'ai pas trouvé ci ou j'ai pas trouvé ça ». Alors, ça arrive quand même de temps en temps, mais du coup, dans ces cas-là, vous pouvez gentiment les renvoyer vers le guide en disant « Tout est décrit ». Et donc, pour que ces guides soient envoyés, on a la possibilité de faire des mails automatiques. Donc, c'est des choses qui sont pré-rédigées, dans lesquelles on dit, premièrement, la personne, quand elle a booké, on lui envoie un petit message de remerciement, de bienvenue, etc. Et ensuite, par exemple, 2 jours avant son arrivée, on envoie les premiers guides de bienvenue. Le jour avant, on envoie le guide avec le code de la boîte à clés. Donc voilà, c'est des choses au fur et à mesure qu'on peut automatiser. Et troisième et dernier conseil sur cette phase-là, c'est que vous allez forcément oublier des choses, c'est tout à fait normal. Les premiers locataires, ils sont un peu, on va dire, les crash tests. Le but, c'est quand même d'avoir anticipé le plus de choses. Mais si jamais il y a des questions qui viennent, si c'est pas encore mentionné dans le guide, prenez-le vraiment comme une amélioration possible et ajoutez-le de suite, parce que s'il y a une personne qui a cette question, limite il vaut mieux qu'il y ait trop d'informations que pas assez. Ensuite, la deuxième partie, c'est du coup sur toute l'exploitation, donc le moment où le bien va être en location et qu'il y a une gestion à effectuer avec les entrées, les sorties, les ménages, etc. Premièrement, je vous conseille d'avoir une équipe de ménage pour que vous n'ayez pas à le faire. Une équipe qui est du coup sensible et qui a l'habitude de la location courte durée. Souvent, on nous dit « mais j'ai pas de réseau, je connais personne ». Sachez qu'il y a de plus en plus de boîtes où du coup, il y a des équipes de ménage qui ne font pas que, par exemple, des bureaux, des commerces, etc., mais qui commencent à s'ouvrir un petit peu à de la location courte durée également. Donc, n'hésitez pas à faire plein de demandes. La personne qu'on a actuellement, avec qui ça se passe très bien, on l'avait trouvée sur Aide au Top. Donc, c'est un site sur lequel on peut renseigner son besoin, donc que ce soit du jardinage, que ce soit des courses, que ce soit du ménage, etc. Et donc, on avait mis un petit message en disant qu'on cherchait quelqu'un qui avait absolument une entreprise, donc auto-entreprise ou société, pour qu'on puisse avoir des factures et que du coup, on puisse le déduire au niveau de nos sociétés. Parce qu'une fois que vous avez une bonne personne en place, vous allez pouvoir leur donner donc les accès à un channel manager. Cette personne-là verra à quel moment il y a des entrées et des sorties, par exemple, et pourra aller s'occuper de faire le ménage à ce moment-là. On va dire deuxième conseil que je peux vous donner là-dessus, c'est juste vous assurer que si jamais vous prenez une personne qui est en auto-entreprise, assurez-vous qu'elle est au cas où du backup si jamais elle n'est pas disponible, que cette personne, elle puisse vous renvoyer vers quelqu'un d'autre. Donc nous, celui avec qui on travaille, par exemple, il est en auto-entreprise, mais il a d'autres personnes avec lui qui sont des amis, d'autres personnes qui ont lancé des boîtes qui sont aussi en auto-entreprise. Comme ça, si jamais lui n'est pas disponible parce que congé, parce que urgence, etc., il peut envoyer quelqu'un d'autre. Autre chose, c'est que du coup, il faut que la personne elle ait conscience que vous pouvez lui demander d'intervenir les week-ends, jours fériés, parfois peut-être le soir aussi en urgence. Donc que ce soit quelqu'un qui soit vraiment sensible à la location courte durée. Nous, ça nous est déjà arrivé. Un jour, on a eu un bug sur le channel manager, par exemple, où les locations de Airbnb se synchronisaient, mais Booking non. Donc on avait eu une résa où du coup, en fait, on savait pas qu'il y avait un locataire qui arrivait. Du coup, il a fallu faire le ménage en urgence et donc c'est le genre de choses qu'il faut pouvoir anticiper. Donc il faut avoir des personnes qui sont assez réactives.
locative. Bon, pour quelqu'un qui vous dit d'anticiper un maximum de choses, au final, je suis pas la meilleure parce que je n'avais plus de batterie, donc j'ai dû reprendre cette vidéo un petit peu plus tard. J'avais encore du coup 2 conseils à vous donner sur la partie, c'est pas le moment de jouer là, sur la partie exploitation. Ce qui va être aussi très important, c'est du coup d'avoir du stock de tout, du linge en plus, des serviettes de bain en plus, tous les consommables. Donc ça dépend ce que vous laissez, mais nous par exemple on va laisser du café, du shampoing, etc. Donc pourquoi? Parce que ça nous est déjà arrivé par exemple que des gens partent avec des serviettes, voilà. Ils volent 2 ou 3 serviettes. Ou alors le linge, on a toujours un linge d'avance pour la fois suivante, mais il se peut que il soit déchiré ou qu'il soit vraiment sale et que du coup on puisse pas le réutiliser. Et ça, il faut avoir le nécessaire soit sur place, donc soit on a dans le logement un endroit, une pièce qu'on peut fermer à clé par exemple et qui n'est accessible que par les équipes de ménage, ou alors on a une petite annexe, donc je sais pas, ça peut être une cave, ça peut être un garage, peu importe. Donc nous, ça peut être aussi au bureau, on va laisser certaines affaires puisque l'équipe de ménage fait aussi les bureaux par exemple. Et d'avoir aussi des clés de secours. Si vous avez la possibilité de mettre un système de boîte à clés qui est automatisé, connecté. Donc nous, c'est le choix qu'on a fait avec Igloo Home. Encore une fois, c'est pas du tout un partenariat, c'est vraiment une marque qu'on a trouvée. Et en fait, c'est des boîtes à clés qu'on accroche selon le même principe qu'une boîte à clés basique. Mais en fait, on peut la gérer à distance. Donc c'est-à-dire, je peux l'ouvrir en étant ailleurs, je peux la refermer en étant ailleurs. Et on génère en fait des codes à chaque fois automatiquement. Donc c'est pas nous qui le faisons, on a juste rentré tel bien à telle adresse qui est affiliée avec tel numéro de série de la boîte à clés. C'est intégré également au Channel Manager, donc dès que quelqu'un vient, il reçoit un code automatique et il est plus valable aussi au départ de la personne. Ce qui peut éviter éventuellement que quelqu'un se rappelle du code, tout le monde n'est pas forcément bienveillant, et du coup revienne dans le logement par exemple sans avoir payé, etc. Et donc je reviens sur mon histoire d'avoir une clé de secours. Parfois il y a des personnes qui soit n'arrivent pas à faire fonctionner la boîte à clés, ou ça nous est arrivé une fois dans un logement où quelqu'un du coup a laissé les clés dans le logement et est reparti. Sauf que c'était comme par hasard un logement où la porte, une fois qu'elle est fermée, on ne peut plus la réouvrir de l'extérieur tant qu'on n'a pas les clés. Donc du coup il a fallu que l'équipe de ménage aille chercher un double des clés et puisse du coup revenir pour ouvrir. Donc ça aussi, avoir un double quelque part, que ce soit l'équipe de ménage qui les a stockés quelque part ou vous qui avez un tableau à clés ailleurs, c'est voilà, il faut toujours pouvoir se retourner si jamais on n'est pas là. Et enfin, pour la dernière partie au niveau du coup on va dire de l'après des réclamations, nous comment on fonctionne, c'est que premièrement on a l'équipe de ménage, on leur demande de nous faire un rapport photo à chaque fois qu'ils rentrent dans le logement et qu'il y a des choses qui vont pas. Quand il y a un ménage classique à faire, quand il n'y a pas de casse, quand il n'y a rien, ils font le ménage et on n'est pas du tout informé de ce qui s'est passé. Le prochain locataire arrive et c'est tout. Par contre, on leur a dit, dès qu'il y a des endroits où il y a eu des casses ou alors il y a des linges qui sont extrêmement sales ou déchirés, etc., on veut des photos de tout pour que déjà de 1, on puisse se retourner le temps qu'il y ait des nouveaux locataires qui arrivent si c'est le jour même, et deuxièmement pour qu'on puisse faire du coup une réclamation pour être remboursé. Deuxième chose, c'est qu'on garde aussi toutes les factures de tout ce qu'on a acheté pour le logement. Faites-vous un dossier, que ce soit dans un drive Google, que ce soit, je sais pas, en papier, peu importe. Gardez toutes les factures de ce que vous avez acheté parce que quand vous faites des réclamations, soit ils ont besoin éventuellement des factures pour une réparation, soit ils auront besoin de la facture d'origine pour, si vous dites par exemple, j'ai tel tapis qui a coûté 150 € et il a été complètement, je sais pas, cramé avec des mégots de cigarettes, et il faut pouvoir prouver qu'il a bien coûté 150 €. Dernier point sur ça, c'est qu'au niveau des assurances, sur Airbnb par exemple, il y a AirCover qui automatiquement vous protège en fait et va vous permettre de faire des réclamations si besoin. Par contre, sur Booking, on avait fait l'erreur sur les premières réservations qu'en fait on n'avait pas inclus les garanties. Donc ça, c'est au moment où vous créez l'annonce. Donc il n'y a pas de panique. Une fois que vous avez créé l'annonce, vous pouvez toujours le modifier plus tard. Mais c'est vraiment une condition à mettre finalement au même titre que le nombre de nuitées minimum que vous voulez louer, que le prix de la nuitée, etc. Il y a aussi le fait de prendre en compte cette couverture. Alors le problème, c'est que sur Booking, c'est maximum 500 €, mais pour des petites cases, ça peut déjà quand même couvrir certaines choses. Au niveau de votre assurance de propriétaire non occupant, donc votre P&O, vous pouvez aussi négocier ça avec les assurances et de leur demander jusqu'où va ma P&O, jusqu'où elle me couvre. Est-ce qu'au niveau de la location courte durée, en cas de casse par exemple, je suis couvert ou pas. Donc ça, c'est des choses auxquelles il faut faire
extrêmement attention. Si vous avez extrêmement envie de faire de la location courte durée ou vous en faites déjà, mais du coup vous avez certains blocages, vous savez pas comment l'optimiser, ou alors vous avez certaines craintes par rapport à tout ce que je vous ai dit juste avant, envoyez-nous un petit message, mettez-nous un commentaire, soit sous la vidéo ou alors un petit message sur Instagram. On se fera vraiment un plaisir de vous répondre ou de voir comment est-ce qu'on peut vous aider. Vous pouvez aussi directement booker un call avec nos équipes si vous avez envie de rejoindre l'accompagnement des Steving Sisters et du coup avoir ce genre de conseils un peu au quotidien sur notre plateforme où on discute avec nos clients tous les jours. Et puis j'espère que ce format vous a plu. C'est un peu plus en mode type, c'est moins en mode vlog, mais c'est intéressant aussi de vous donner un petit peu des conseils comme ça listés. Donc c'était mes 9 plus gros conseils, on va dire, pour suivre une LCD en étant à distance. Donc faut être les pieds en éventail quelque part à l'étranger. C'est ce qu'avec Val on fait quand même relativement souvent. On s'en va et ça ne nous empêche pas de suivre très bien du coup ces logements. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.